Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être présent aujourd'hui, Annek, avec vous pour parler donc de à quoi pourrait ressembler un média social au design éthique. Je vais peut-être commencer par rapidement me présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Carl Pinault, je suis enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Je suis directeur du Media Design Lab à l'école de design Nantes Atlantique. Et puis, je suis aussi cofondateur d'une association qui s'appelle Designer Éthique et qui travaille sur justement la façon dont on produit du design numérique qui soit plus respectueux des utilisateurs et des utilisatrices de l'espace numérique, et on aura l'occasion d'y revenir. Aujourd'hui, on va parler de médias sociaux et de design éthique à travers une question qui est relativement simple en apparence, mais qui en fait est relativement complexe dans sa résolution, même très complexe dans sa résolution, qui est à quoi ça pourrait ressembler un média social au design éthique, et enfin même on pourrait la reformuler dans le sens où comment on fait pour produire des médias sociaux qui seraient plus éthiques. Alors c'est une idée, un sujet ce qui m'a poussé à réfléchir à ce sujet-là, pour le formuler comme ça, et donc à amener cette conférence, c'est la commission qui a eu lieu au semestre dernier, qui a été demandée par le président de la République, Emmanuel Macron, sur la question de l'exposition aux écrans des jeunes, des enfants, et dans le rapport de laquelle est régulièrement mentionnée cette idée de médias sociaux éthiques. Alors, si je prends quelques verbatims, pour vous en citer deux, voilà, la Commission estime dans ses recommandations donc, qu'à compter de 15 ans, âge symbolique de la majorité numérique, l'accès aux réseaux sociaux soit limité à ceux pourvus d'une conception éthique, ou encore inciter l'émergence d'acteurs privés éthiques acteurs privés au sens médias sociaux, permettant d'offrir aux jeunes des contre-modèles. Et donc finalement, ce que fait la commission dans son rapport à ce moment-là, c'est principalement de pointer du doigt les pratiques des grandes plateformes du numérique, dont les interfaces sont le plus souvent conçues dans une optique de captation du temps d'utilisateurs et d'aliénation de leurs utilisateurs. Hein. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose à ce niveau-là. Et ce, sans faire grand cas de toutes les problématiques sociales et démocratiques qui sont posées par leurs médias sociaux. Et donc, ce que demande ou ce que interroge la commission dans son rapport, c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire mieux, ce mieux étant à mettre entre guillemets. Et voilà, justement, on va travailler à cette question de l'émergence d'un mieux. Parce que finalement, sur ces médias sociaux, c'est assez facile d'en voir toutes les limites ou tous les défauts, de voir ce que les médias sociaux mainstream font mal, ou si on veut le dire de manière un peu plus peut-être honnête, ce qui se passe mal sur les médias sociaux, que ce soit de la responsabilité des grandes plateformes du numérique ou pas. Et donc, on peut citer des exemples de façon assez simple, que ce soit la question du temps d'écran, justement, et de la capacité de concentration, qui a poussé la commission, en tout cas qui a poussé Emmanuel Macron à mettre en place cette commission, que ce soit la question de la polarisation des opinions, qui est très liée à la question de la liberté d'expression, ou encore au respect des individus, que ce soit la question de la modération de ces plateformes, à la fois au niveau du travail des modérateurs, dont on sait depuis longtemps que c'est un job qui est particulièrement difficile à faire, ou que ce soit sur la politique de modération de ces plateformes. On pourrait citer aussi la question de la course à ce qu'on pourrait appeler les gloriomètres, c'est-à-dire les likes, les partages, les commentaires, etc., dont on est tous en train d'en chercher le plus possible, à faire des mentions dans tous les sens, sans trop des fois savoir pourquoi on le fait. Ou en allant jusque, et je finirai par là, la question de la concentration des médias et de l'information, puisque aujourd'hui on peut, je pense, assez facilement affirmer que Mark Zuckerberg, en tant que principal propriétaire du plus grand groupe qui agrège des médias sociaux dans le monde, est le principal gatekeeper de l'information dans le monde, et par ce fait maîtrise tout de même une grosse partie du débat public qui découle de ces questions informationnelles.
Bon, j'oublie évidemment de nombreux aspects. On pourrait passer des heures à critiquer les médias sociaux existants sous de nombreux plans. Mais ce qui est intéressant ici à montrer, je pense, plus que en fait l'ensemble des sujets, la vision macro, c'est à l'inverse le caractère spécifique technique de chaque problème que j'ai pointé. La question du temps d'écran, c'est évidemment une question qui est éminemment différente de celle de l'indépendance des médias d'information sur ces réseaux sociaux. Et en fait, ça, ce que ça dit, c'est que réformer les médias sociaux existants, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit X, ça reviendrait à s'attacher à de très nombreux problèmes engendrés par ces derniers. Et c'est peut-être aujourd'hui devenu une tâche insurmontable. Et donc, insurmontable au sens où si on imagine que Meta, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que Meta va réformer ses médias sociaux sur tous les points que j'ai précédemment listés et en ce sens remettre profondément en cause son modèle économique qui est tourné vers une économie de l'attention et de l'exploitation des données, c'est quand même une question qu'on peut légitimement se poser et à titre personnel, j'ai quand même le sentiment que non, Meta ne va pas se réformer à ce point, ça me paraît assez peu crédible. Et donc, à partir de ce moment-là, émerge une autre idée, celle de faire advenir de nouveaux médias sociaux. Et c'est précisément ce que défend la Commission dans son rapport. Et donc, c'est ça qu'on va creuser ensemble. Et je pense que c'est un préalable important à notre discussion, de considérer que, en fait, si on peut pas faire, de considérer que précisément, on doit pouvoir faire advenir des alternatives à ces médias sociaux mainstream, parce que sinon, en fait, l'argumentaire que je vais élaborer sur les grands principes que devraient avoir des médias sociaux, tout cet argumentaire, il n'a pas beaucoup de sens si on pense simplement à réformer les médias sociaux mainstream qui existent. En fait, il faut se détacher des médias sociaux existants. Et en disant ça, je pointe notamment du doigt toutes celles et tous ceux qui ont voulu quitter Twitter pour Mastodon, mais qui y sont revenus en faisant ce genre de choses. De fait, on ne contribue pas à l'émergence de nouveaux médias sociaux. Et en plus, on vous voit toutes et tous ceux qui sont vraiment partis de Twitter pour aller sur d'autres médias sociaux. Bref, au-delà de la blague, cette idée des nouveaux médias sociaux, elle n'est pas forcément si idiote que ça ou si ubuesque, puisque en fait ça arrive que les médias sociaux meurent et que de nouveaux naissent. On peut en citer quelques-uns, je le crois. Parmi ceux qui sont morts, vous vous rappelez évidemment de MySpace. Vous vous rappelez peut-être aussi de Tumblr. Il y a des médias sociaux qui, eux, vont avoir leur population, leurs usagers qui vont fortement évoluer. Je pense qu'on peut très facilement citer le cas de Facebook, dont la catégorie type d'usager a quand même profondément évolué ces 20 dernières années. Et puis à l'inverse, on a des médias sociaux qui vont naître, qui vont apparaître assez régulièrement. Évidemment, on peut penser aux grands médias sociaux mainstream qui sont nés ces dernières années. Médias sociaux, ça va être l'expression que je vais prononcer 300 fois pendant cette conférence. On peut penser à de nouveaux médias qui sont nés ces dernières années, que ce soit BeReal, que ce soit évidemment TikTok dans les très 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 grands, mais même dans des médias sociaux qui sont un peu plus confidentiels. J'en ai mis un certain nombre, uniquement ceux qui cherchent à concurrencer Twitter X aujourd'hui, à savoir Blue Sky, Mastodon ou Threads, qui est le nouveau-né de Meta cherchant à concurrencer X. Je finis avec mes points de préambule avant d'en entrer dans le vif du sujet. Autre point de préambule, ça me paraît extrêmement important de considérer également que l'objectif, en tout cas moi ça ne va pas du tout être mon idée, que l'objectif ce n'est pas de faire disparaître les médias sociaux. Il ne s'agit pas de développer un argumentaire qui viserait à dire en fait on serait bien mieux dans nos vies si on n'avait pas de médias sociaux. Pour moi, c'est un discours qui, en fait, est extrêmement proche des discours qui viseraient à dire que les réseaux pervertissent la jeunesse ou alors que ce sont des activités qui auraient moins de valeur que celles comme la lecture d'un livre. Je suis assez opposé à cette vision des choses pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que en fait, ça me paraît être une vision assez moraliste et idéaliste, voire même élitiste, qui ne correspond pas en fait aux usages dominants de nos concitoyens. Quand vous regardez les gens autour de nous et même nous-mêmes, en fait, on est quand même beaucoup plus sur ces réseaux que à lire des livres. En tout cas, ça dépend des personnes, mais c'est mon cas et je me mets dans ces personnes-là.
Et donc, ce type d'argument, c'est un peu similaire pour moi aux arguments qui visent à dire « Ah non, mais moi, je regarde Arte, je ne comprends pas les personnes qui regardent TF1 ». Et il y a un peu ce même phénomène Arte, vous savez, qui est que 10% des gens déclarent regarder Arte alors que c'est 5% des audiences. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas aller sur les médias sociaux, généralement, ils l'écrivent sur Twitter. Et donc, je pense que c'est un peu paradoxal et que justement, on a tout intérêt à assumer le fait que les médias sociaux ont quelque chose à apporter à notre société, qu'ils ont une réelle capacité à créer du lien social. Et que c'est d'ailleurs probablement pour ça que avec certaines d'entre vous avec lesquels j'échange en ligne, et ben, on a développé des champs d'intérêt, et vous, j'imagine que c'est la même chose. Vous développez des champs d'intérêt avec des gens en ligne et puis après vous les rencontrez en présentiel et ça donne lieu à de nouvelles discussions. Dernier préambule, je pense qu'il ne faut pas non plus être idéaliste sur la question de la gestion d'un média social. Lorsqu'une plateforme elle regroupe des centaines de milliers d'utilisateurs, voire des millions d'utilisateurs ou des dizaines de millions, il y a nécessairement des couacs, des choses qui se passent mal, des problèmes à régler. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite à aller tester un petit jeu qui s'appelle Trust and Safety, qui est un jeu qui a été développé pour se mettre dans la peau du lead d'une équipe de modération d'un média social. Donc vous pouvez choisir quel média social vous voulez. Alors c'est pas Facebook, Meta, etc., mais un média social qui va être plus porté sur le partage d'informations ou sur le divertissement, etc. Et en fait, ça va vous montrer à quel point tenir les différentes positions et adopter une ligne éthique, c'est pas forcément facile dans la conduite d'un média social. Alors évidemment, ici, ça se situe dans une veine, on va dire, capitalistique où vous devez répondre d'enjeux économiques à un CEO, donc c'est déjà un prisme en soi, mais néanmoins, même au-delà de ce prisme, ça me paraît évident que développer des médias sociaux qui seraient parfaits en tout point, c'est quand même extrêmement compliqué. Et ce qu'il va plutôt s'agir de faire, c'est de trouver un arbitrage, un équilibre, une ligne de crête à tenir qui permettent d'améliorer la situation tout en étant réaliste sur le fait que ça ne peut pas être nécessairement parfait. Et c'est précisément là où je pense que le terme éthique est intéressant. Alors voilà, maintenant qu'on est au clair sur ces questions de pourquoi il faut ni modifier les réseaux mainstream et pourquoi il ne s'agit pas non plus de supprimer tous les médias sociaux et de refuser d'utiliser nos téléphones, se pose concrètement cette question de on fait comment pour créer un média social éthique. Ça serait quoi les fonctionnalités? Ça serait quoi le modèle économique? Ça serait quoi le corpus de valeurs qu'embarquerait un média social de ce type-là? C'est des questions qui sont évidemment éminemment complexes et donc moi je vais vous proposer des pistes de réflexion plus que des affirmations fortes et pour ça je vais m'inspirer de pas mal de travaux qui ont été menés ces dernières années par celles et ceux qui travaillent sur ces sujets-là et que je vais citer au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc tout ça, ça nous permet d'entrer dans le vif et pour moi, le vif du sujet, ça va pas être de vous faire une liste de must-do ou de don't-do, c'est-à-dire des recommandations opérationnelles de fonctionnalités qui devrait se trouver sur un réseau social parfait. C'est une approche qui est nécessaire. D'ailleurs, au sein de l'association de designers éthiques dans laquelle je suis, c'est une approche qu'on a, c'est-à-dire de faire des recommandations précises et fonctionnelles à des professionnels qui conçoivent le numérique pour précisément améliorer ce numérique. Néanmoins, la limite de ces recommandations, c'est qu'elles sont par essence périssables, au sens où au moment où les technologies évoluent, et bien, de fait, ces recommandations deviennent inopérantes et donc je pense que ce serait une mauvaise idée que de s'attacher à des réponses du type n'implémentez pas d'autoplay sur vos médias sociaux puisque le jour où l'autoplay sera interdit, et on peut espérer que ça arrive relativement vite, et bien de fait c'est une considération qui ne sera plus valable. Donc voilà, c'est important d'opérationnaliser la mise en pratique des médias sociaux éthiques, mais dans l'état d'esprit d'une conférence comme celle d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se mettre d'accord ensemble sur les grands principes qui vont permettre de concevoir et de gouverner des médias sociaux dans la durée. Et donc, ce que je vais dérouler pendant le reste de cette conférence, ce sont des principes. Alors, justement, premier principe qui est important à mon sens, c'est la question du minimalisme fonctionnel. Autrement dit, le fait qu'un réseau social adopte un champ fonctionnel, des fonctionnalités qui sont relativement restreintes et limitées
à l'usage premier du service. Là, l'idée, en fait, avec ce principe-là, ça va être de concentrer l'expérience utilisateur autour de la simplicité et de la pertinence de l'usage. En fait, il va s'agir de privilégier même l'usage à l'expérience. Autrement dit, ce que je vais appeler ici l'usage, c'est je cherche une vidéo et donc je vais regarder une vidéo. Et ce que j'appellerais l'expérience, c'est plutôt le fait de considérer par exemple Instagram comme mon espace d'interaction principal en société. Et donc l'idée un premier principe qu'on peut amener, c'est vraiment cette idée que en fait, on veut avoir simplement des médias sociaux pour des usages définis, précis, et pas forcément des espaces d'interaction, de vie sociale qui sont totalement illimités. Et donc cette approche minimaliste, en fait, elle a pour objectif de réduire les fonctionnalités qui vont venir capter notre attention de manière un petit peu artificielle et qui vont nous faire passer un nombre de temps particulièrement important sur des médias sociaux. Alors, il se trouve que le minimalisme fonctionnel, c'est quelque chose qui est relativement peu mis en pratique par les médias sociaux mainstream, voire même pas du tout, mais que vous pouvez vous y essayer si vous installez par exemple l'application Minimal, qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et qui essaye de cacher tout un tas de fonctionnalités qui sont présentes sur des médias sociaux mainstream. Et par exemple, ici, ce que vous avez dans la petite capture d'écran qui n'est pas animée, mais vous reconnaîtrez YouTube. Et bien sûr, YouTube, ça va venir cacher tout un tas de fonctionnalités, que ce soit les recommandations, l'autoplay, les barres de commentaires, ce genre de choses. Et en fait, ça ne vous préserve qu'une vision minimaliste du média social, c'est-à-dire le fait de pouvoir chercher une vidéo et de regarder une vidéo. Et donc, on va venir considérer que tout le reste, c'est du superflu. Alors, je ne pense pas qu'il existe de version app, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour être une extension de navigateur. Dans les faits, tous les exemples que je vais vous montrer là sont globalement plus pensés dans une optique navigateur qu'une optique mobile. Peut-être parce que justement, les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là sont plus sur des ordi que des mobiles, mais effectivement, c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on déploie ça sur une version mobile. Alors, le problème d'une approche telle que celle du minimalisme fonctionnel et celle de minimal, finalement, c'est que en supprimant toutes les fonctionnalités, et notamment, par exemple, toutes les fonctionnalités de recommandation de vidéos, ça pose immédiatement tout un tas de questions qui, en fait, sont, mine de rien, pas des petites questions, du type, comment est-ce qu'on fait pour découvrir une vidéo qui nous intéresse, si par ailleurs, on ne peut pas naviguer à travers des recommandations sur un média social? Ou alors, seconde question, YouTube a été, ces dernières années, décennies, un espace de créativité fantastique qui a fait émerger une communauté de créateurs audiovisuels incroyables et qu'on a vu partout. Comment est-ce qu'une communauté peut émerger sur un média social qui bride très fortement la capacité à découvrir ce qui se passe sur ce média social? Autrement dit, en fait, si on bloque tous ces types de fonctionnalités, comment est-ce qu'on fait pour repenser l'accès à l'information, les gatekeepers qui vont, le rôle qui est joué aujourd'hui par l'interface et les algorithmes qui se trouvent sur ce type de médias sociaux? Donc finalement, en fait, le minimalisme fonctionnel, dans une veine telle que celle-ci, elle va fortement interroger les usages. En fait, la question que ça pose, c'est avez-vous besoin de voir des shorts ou des stories de vos contacts quand habituellement sur ces contacts, vous allez juste regarder leurs photos de cuisine sur Instagram? Ouais. Est-ce que c'est encore un média social s'il y a plus d'interaction sociale? Alors, en l'occurrence, sur YouTube, je ne sais pas, ça pose... C'est effectivement une question. Sur les autres médias sociaux qui sont concernés par Minimal, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, la restriction de fonctionnalité est moins forte que sur YouTube. Donc ça va être surtout de cacher certains éléments comme les compteurs, les gloriomètres, tout ce qui est le nombre de likes, etc., plus que cacher même l'essence même de l'interaction sociale. En tout cas, de fait, c'est une vision qui, précisément, me semble celle qui est proposée par Minimal sur YouTube, précisément assez moraliste, parce que justement, ça vise à dire, en fait, il y a des usages qui sont valables, celui de chercher une vidéo pour un besoin spécifique et de la regarder, et des usages qui ne sont pas valables, celui de naviguer pendant des heures sur des vidéos et d'interagir avec des individus. Et donc ça, précisément, ça pose la question de qui fixe en fait le cadre moral que doivent embarquer les médias sociaux que l'on déploie sous cette forme-là. Et si on veut essayer de dépasser en fait ce problème-là, un autre concept qu'on peut aller explorer, qui est assez proche de la question du minimalisme fonctionnel, mais qui s'en écarte quand même un petit peu, c'est la question du dégroupage, qui a notamment été popularisé
par le CNUM ces dernières années. Donc le CNUM, le Conseil national du numérique, principe de dégroupage qui dit que en fait vous devez pouvoir accéder à un média social sous ses différentes fonctionnalités de manière indépendante. Pour le dire de manière plus simple, vous devez pouvoir accéder à Messenger sur Facebook sans avoir nécessairement un compte Facebook qui vous ouvre l'accès à tout Facebook. Et donc ça, en fait, si on l'applique à l'idée des stories ou de Instagram, ça sous-entend que vous devriez pouvoir accéder simplement aux stories, simplement au fil d'actualité, simplement à la messagerie pour pouvoir utiliser le média social. Et donc dans les deux cas, finalement, que ce soit la question du minimalisme fonctionnel ou que ce soit la question du dégroupage, l'objectif c'est de lutter contre la constitution d'oligopoles numériques puisqu'on va favoriser un écosystème dans lequel vous pouvez avoir d'un côté un service de messagerie et de l'autre côté un service de fil d'actualité et que ce ne soit pas forcément les mêmes services que vous utilisez pour ça, à l'inverse de ce que vous poussent à faire les médias sociaux mainstream et notamment Facebook, puisque à partir du moment où vous avez un compte Facebook, vous allez avoir tous les éléments qui se trouvent sur ce compte Facebook. Et en fait, la notion de dégroupage, elle me paraît intéressante parce que par rapport à la notion de minimalisme fonctionnel, elle favorise un élément qui, pour moi, est particulièrement important, c'est la question de l'utilisabilité des services numériques qu'on produit. Autrement dit, si on applique véritablement une question, le minimalisme fonctionnel tel que opéré par Minimal, on va avoir une expérience utilisateur qui va être extrêmement contraignante. On ne va pas pouvoir faire beaucoup d'actions sur un média social en particulier, donc on va être obligé d'avoir beaucoup de comptes de médias sociaux et de fait, ces médias sociaux vont être difficilement utilisables par les utilisateurs. On va avoir besoin d'avoir de nombreux comptes, de nombreux services qui vont s'agréger les uns aux autres. Or, cette question de l'utilisabilité, à mon sens, c'est un point clé dans la transition de médias sociaux mainstream vers de nouveaux médias sociaux. Aujourd'hui, vous le savez, j'imagine, seuls ceux qui sont véritablement convaincus, voire même militants, vont utiliser des médias sociaux qui sont, on va dire, un petit peu cachés, tels que Mastodon. Et donc, si on veut opérer une véritable transition vers des médias sociaux qui sont plus respectueux des utilisateurs, il faut tout de même que ces plateformes, elles soient utilisables au sens où non seulement les fonctionnalités vont facilement être comprises par les utilisateurs, mais également au sens où ces fonctionnalités vont être désirables pour les utilisateurs et où ils vont avoir envie d'aller sur ces fonctionnalités. Et donc, de fait, le dégroupage, en permettant de choisir les différents aspects d'un média social que l'on veut ou pas, mais sans forcer les utilisateurs à ça, permet une meilleure utilisabilité, à mon sens, que la question du minimalisme fonctionnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans un exemple qui est l'exemple le plus connu de média social éthique, pour le dire comme ça, qui est le fait divers, ou Mastodon et les différents services numériques qui vont avec. Donc le fait divers, c'est on va dire cet écosystème que j'ai repris d'un schéma qui a été fait par la communauté, qui vise en fait à avoir un ensemble de médias sociaux qui ont des fonctionnalités différentes. Peertube vous sert à regarder des vidéos, Mastodon vous sert à envoyer des messages, PixelFed vous permet de stocker des images, et tous ces médias sociaux, en fait, ils sont connectés à travers un même protocole, autrement dit à travers un même réseau, et ils vous permettent donc d'échanger des messages, donc de manière très concrète. Quand vous êtes sur Mastodon, vous pouvez commenter à travers Mastodon une vidéo qui est sur Peertube parce que ça partage le même réseau et donc vous pouvez interagir entre ces éléments-là. Et donc de ce fait, vous avez bien, une logique de dégroupage au sens où chaque réseau va avoir ses fonctionnalités, voire même une logique de minimalisme fonctionnel puisque chaque réseau a un jeu de fonctionnalités qui est relativement simple. Néanmoins, parce qu'on partage un même réseau, une sorte de méta-réseau, on pourrait considérer que le fait divers c'est un méta-réseau, et bien en fait on peut quand même accéder à l'ensemble des fonctionnalités si on le cherche, si on en a envie, et ça ne nous limite pas dans l'utilisabilité du réseau. Et donc finalement,
Le dégroupage, c'est une vision assez spécifique d'un principe, d'un concept qui est plus large, qui est celui du paramétrage, donc concept largement documenté, voire même critiqué ces dernières années, mais qui néanmoins est là encore assez important. Et donc, l'idée du paramétrage, c'est la possibilité de personnaliser l'expérience selon ses besoins. Et donc, c'est précisément ce que permet le dégroupage. Donc le paramétrage, c'est considérer qu'on va pouvoir avoir des usages qui sont professionnels, des usages qui sont récréatifs ou culturels ou familiaux, etc. Et que donc on va paramétrer le média social pour ce faire. Et donc finalement, lorsqu'on dégroupe, eh bien précisément, on va laisser l'utilisateur définir les services qui correspondent à ces contextes d'usage, tout en assumant que ces contextes, ils peuvent être pluriels. Pour vous donner un exemple, il se trouve que je dirige un master avec donc des étudiants et le principal moyen, ou en tout cas le meilleur moyen qu'on a trouvé pour mettre la main sur nos étudiants quand ils sont éparpillés sur le campus, c'est de leur envoyer un message sur Instagram. En fait, si on veut faire ça, ça nous oblige à mettre nos comptes personnels en lien avec ceux de nos étudiants, et donc c'est pas top. Et donc précisément, une logique de paramétrage et une logique de dégroupage, ça devrait nous permettre d'avoir des usages professionnels d'Instagram avec des comptes professionnels qui n'ont pas nécessairement l'accès à tout le fil, etc., dont on ne se sert pas du tout pour ces fonctions-là, tout en ayant notre espace personnel qui est à côté. Donc en fait, on est toutes et tous habitués à ce concept de paramétrage. C'est un concept qui est assez classique et qui est assez commun dans le monde de nos interfaces numériques. Et en particulier, un exemple qu'on peut donner, c'est celui des notifications. Les notifications, vous êtes toutes et tous a priori habitués à les paramétrer. Quand vous installez une application sur votre téléphone, elle va vous demander est-ce que vous l'autorisez, oui ou non, à envoyer des notifications. Donc vous pouvez la paramétrer, mais néanmoins c'est pas forcément quelque chose qui est facile à utiliser. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'ont pas une compréhension fine de ce que c'est que les possibilités de paramétrage des interfaces numériques. Donc de tels paramètres sont déjà possibles. Mais en fait, souvent, ils sont peu accessibles. Ça, c'est le point qu'on constate assez fréquemment quand même. Et ils sont souvent peu accessibles parce qu'en réalité, ils sont souvent l'objet de design persuasifs qui rendent complexe la compréhension. Donc, ce que ici, je vais appeler design persuasif, c'est en fait des éléments d'interface qui sont mis en place dans le but de pousser l'utilisateur à avoir un comportement qui est donné. Donc, quand ça se fait au détriment de l'utilisateur, on utilise le concept de dark pattern que vous connaissez probablement et qui a été défini en 2023 par le Digital Services Act comme des pratiques qui ont pour objectif et pour effet d'altérer ou d'entraver sensiblement la capacité des destinataires du service de prendre une décision ou de faire des choix de manière autonome ou éclairée. Pour le dire plus simplement, avec les termes de Harry Brignull, qui a inventé le concept en 2010, l'objectif d'un dark pattern, c'est ces trucs que les designers font pour vous faire cliquer quelque part. Mais finalement, ça dit bien la même chose, c'est-à-dire pousser l'utilisateur à adopter une action, à réaliser une action qui ne se fait pas dans son intérêt. Et donc ça, typiquement, ce que ça va prendre comme forme, c'est le fait de faire des menus complexes, d'utiliser un jargon technique, de créer une difficulté quelconque de compréhension dans le paramétrage pour l'utilisateur. Un exemple précisément sur des médias sociaux, en l'occurrence Facebook. Il y a quelques années, on avait cette possibilité de paramétrage, c'est-à-dire la possibilité de paramétrer la reconnaissance faciale sur le média social. Et lorsqu'on voulait désactiver cette fonctionnalité qui était activée par défaut, ça nous présentait ce message. Et ce message, il vous disait « La reconnaissance faciale sur Facebook est utilisée pour vous protéger des usurpations d'identité ou pour permettre aux personnes malvoyantes de vous identifier sur une photo ou une vidéo. Êtes-vous sûr de vouloir désactiver cette fonctionnalité ?» Et donc là, on a véritablement un message très culpabilisant qui est envoyé à l'utilisateur, qui ne fait d'ailleurs pas mention des autres usages de la reconnaissance faciale de Facebook, c'est-à-dire le fait d'être capable d'identifier des réseaux sociaux à travers l'analyse des différentes personnes qui vont être elles-mêmes présentes sur une image et donc de capter de la donnée. Bref, c'est un message qui est partiel, qui invite l'utilisateur à adopter une posture qui est vraiment voulue par Facebook. Et donc ça, c'est considéré comme aujourd'hui un dark pattern. Alors de fait, Facebook a... alors j'ai jamais trop compris s'ils avaient enlevé la reconnaissance faciale sur leur média social, mais en tout cas, ce genre de paramètres n'existe plus aujourd'hui.
Et donc finalement, une attitude ou en tout cas une solution, une approche pour résoudre ce problème, ça consisterait tout simplement à obliger un paramétrage par défaut qui soit le plus protecteur possible pour les utilisateurs, c'est-à-dire au plan de leur attention et puis au plan de la captation de leurs données personnelles, et donc mettre en place un service qui ait un paramétrage qui ait le moins de captation de données personnelles possible au départ, sans en tout cas que l'utilisateur l'ait demandé. Évidemment, ça passe principalement par un enjeu réglementaire, puisque a priori, ou en tout cas si c'est des entreprises privées qui le font, ce ne sont pas elles qui vont le faire de prime abord, puisque c'est un élément essentiel de leur modèle économique. Et même au-delà de ça, en réalité, la question du paramétrage, même si elle est intéressante, elle est délicate parce qu'elle peut très facilement dériver ou en tout cas finir dans des formes d'anti-design. L'exemple le plus flagrant que vous connaissez toutes et tous, c'est le bandeau RGPD. Donc, c'est un paramétrage. Vous pouvez définir si vous voulez, oui ou non, autoriser la collecte de vos données personnelles. Néanmoins, c'est une interface qu'on trouve sur tous les sites à chaque fois qu'on y retourne. Et ça, c'est particulièrement ennuyeux pour les utilisateurs. Précisément, on vient complètement casser l'utilisabilité. On en revient à ce concept d'utilisabilité du service, que ce soit un média social ou pas un média social. En plus, on en profite très régulièrement pour y glisser des petits dark patterns. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, le dark pattern en haut à droite, d'habitude, c'est continuer sans accepter, mais là, c'est continuer et accepter. Donc la plupart des gens ne l'auront pas vu et vont donc venir cliquer par réflexe sur cette zone alors que comme ça, telle quelle, l'interface elle est totalement explicite. Mais si on le prend dans une perspective chronologique, c'est-à-dire le fait qu'une semaine avant c'était marqué continuer sans accepter, on voit bien que c'est un dark pattern. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est véritablement ce type d'interface, l'exemple même de quelque chose vers lequel il ne faut pas tendre, parce que là, on casse véritablement l'utilisabilité du service, et aussi on ajoute finalement de la friction à l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on le ralentit dans sa progression volontairement, de manière systématique et répétée, et c'est quelque chose qui est relativement peu apprécié par les utilisateurs. J'imagine que vous en faites vous-même l'expérience de nombreuses fois sur ces questions-là. Alors, est-ce que c'est légal ce type d'interface ? De fait, celle-là, elle n'existe plus depuis pas mal de temps. Elle est restée en ligne pas très longtemps. Donc, effectivement, on peut penser que c'est pas très légal. En fait, là, dans les faits, vous pouvez refuser la collecte des données personnelles. Il suffit de cliquer en bas à gauche, continuer sans accepter. Mais effectivement, dans les faits, on sait toutes et tous que tout le monde va aller cliquer en haut à droite parce que c'est une habitude qu'on a développée. Et donc, dans le cadre du RGPD, je ne saurais pas dire si c'est légal ou pas, je ne vais pas m'en sur ce sujet-là. Par contre, dans le cadre du DSA, théoriquement, le DSA interdit la pratique des dark patterns. Ici, est-ce que ce serait considéré comme un dark pattern par le DSA ? C'est pas sûr, parce que si on analyse l'interface telle qu'elle à l'instant T, comme pour le RGPD, il y a bien la possibilité de refuser, et a priori, il n'y a pas de tromperie à l'utilisateur, au sens où c'est totalement explicite que si vous cliquez, vous acceptez. Donc en fait, c'est toutes les limites de cette régulation. Alors sur le RGPD, je ne vais vraiment pas m'avancer, parce que je ne saurais pas... S'il y a des personnes qui sont plus expertes que moi sur le RGPD, je vous laisse dire que c'est pas une interface qui est compatible avec le RGPD. Et donc, si on veut dépasser ce type de problématique et donc ne pas avoir des interfaces de paramétrage qui deviennent des anti-design pour l'utilisateur, une solution, c'est de mettre en place le paramétrage par défaut et puis surtout le paramétrage à l'installation. Et ça, c'est quelque chose que permet de faire sur le sujet du RGPD de nombreuses extensions, et je vous en cite une parce que je l'utilise. Elle s'appelle Consent-O-Matic, et donc l'objectif, c'est que vous l'installez sur votre navigateur. Vous pouvez définir que vous autorisez ou pas la collecte des données personnelles pour un cadre analytique, publicitaire, etc., commercial, etc. Et ensuite, c'est l'extension qui, à chaque fois que vous arrivez sur un site web, va prendre la main sur votre navigateur, remplir le banc de RGPD et vous repasser la main en quelques microsecondes, et donc c'est à peine perceptible par l'utilisateur. Et donc de ce fait, en ayant ce type d'approche, et donc on pourrait imaginer exactement la même chose pour des médias sociaux, c'est-à-dire en configurant dans le navigateur, on simplifie largement la vie de l'utilisateur, à la fois en respectant ses choix et en ayant une approche qui soit facile au plan de l'utilisabilité et des frictions qui sont rencontrées par l'utilisateur.
La question ensuite, autre sujet qui lui aussi fait beaucoup débat dans les communautés, c'est la question de la transparence. La transparence des médias sociaux, la transparence de l'interface, c'est aussi un vrai sujet. Même si le concept de transparence, il a quand même pas mal vécu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui préfèrent parler d'équité plus que de transparence. Pour le coup, j'ai repris la question de la transparence parce que c'est probablement plus connu et plus simple à appréhender pour une bonne partie des utilisateurs. Et là, l'idée, c'est de dire, en fait, l'utilisateur, il est en droit d'attendre un certain nombre d'éléments, d'informations de la part du service. Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Par exemple, le fait que l'usage des données par le service numérique soit restitué, l'information soit restituée à l'utilisateur. Donc, si en fait, un média social fait des calculs à des fins publicitaires, à des fins algorithmiques quelconques, eh bien, il est obligé de le restituer pleinement à l'utilisateur. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'avait essayé, alors c'est pas vraiment la CNIL en tant que telle qui avait proposé un projet, mais c'est le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL qui avait proposé en 2017 un projet qui visait justement à comprendre les dessous des enjeux, des interfaces qu'on utilise au quotidien. Donc c'était un projet qui s'appelle l'Oracle du Net et qui est vraiment dans une veine de médiation numérique au sens où on peut venir gratter, un petit peu sous forme de jeu à gratter, on peut venir gratter l'interface de certains services numériques. Alors ici, il y a l'image de Google, mais vous pouvez le faire sur Facebook ou sur Twitter, et ça va vous permettre, en fait, ça va permettre à un utilisateur de comprendre que derrière telle interface, il y a tel enjeu de récolte de données et de calculs algorithmiques qui sont faits. Et puis, si on veut aller un peu plus loin dans cette réflexion, et pour citer Hubert Guyot, qui est dans la salle d'à côté sur une autre conférence, qui expliquait régulièrement que sur la question de la transparence, un des enjeux, c'est aussi de restituer les informations qui sont calculées par les services numériques au sujet des utilisateurs. Et donc, pour donner un exemple concret, lorsque vous allez sur Amazon, vous commandez quelque chose sur Amazon, lors du parcours utilisateur, Amazon va notamment vous restituer votre adresse de livraison, ce que vous savez déjà parce que vous l'avez vous-même mis. Par contre, Amazon ne va pas vous dire qu'à partir de cette adresse, ils ont calculé un profil de consommateur vous concernant, puisque vous habitez dans un quartier qui a globalement tel type de population, donc tel niveau de revenus, telle possibilité d'achat, etc. Et donc ces informations-là qui sont de fait calculées à votre sujet ne vous sont pas restituées, et donc de ce fait, il y a à la fois un manque de transparence et un manque d'équité. Et donc, cette question de la transparence, elle doit se trouver à l'échelle des données, mais elle doit aussi se trouver à l'échelle des contenus qui sont proposés aux médias sociaux et qui doivent être de fait évaluables. Donc, il y a de nombreux modèles de recommandations qui existent ou qui ont émergé ces dernières années sur des médias sociaux. On pourrait notamment citer le système d'évaluation collaboratif qui a été mis en place par Twitter depuis, ça doit faire peut-être un an et demi, et qui permet de coévaluer la viabilité, la véracité d'un contenu qui est publié par les autres utilisateurs. Alors c'est un modèle qui a été pas mal critiqué au début, dont j'ai entendu dire qu'il était quand même pas si mal fait que ça, parce qu'il prenait en compte, il balançait les différents utilisateurs en allant regarder si c'est des utilisateurs qui viennent des mêmes communautés ou pas des mêmes communautés, et à la fin il donne une note qui ne peut pas être visiblement trop biaisée par une seule communauté d'utilisateurs. Néanmoins, ce sont souvent des systèmes qui sont complexes à comprendre, et donc en ce sens il y a un enjeu réel à aller produire des systèmes d'évaluation des contenus dont les critères soient perceptibles et compréhensibles par les utilisateurs. Et ça, c'est par exemple quelque chose qu'a cherché à faire un projet qui s'appelle Tournesol, dont peut-être certains et certaines d'entre vous ont déjà entendu parler, et qui vise à coévaluer des vidéos, alors en l'occurrence c'est sur YouTube, coévaluer des vidéos sur YouTube pour être capable de déterminer quelles sont les vidéos qui ont la meilleure rigueur, notamment scientifique, sur des sujets de vulgarisation scientifique. Au-delà de la question des contenus, de fait, il y a la question de l'interface qui est aussi particulièrement importante, plus précisément des fils d'actualité en termes de transparence, puisque dans aucun média social aujourd'hui, vous ne pouvez avoir, en tout cas à ma connaissance, vous ne pouvez avoir une visibilité sur l'enfermement
on pourrait le dire autrement, sur les bulles de filtre auxquelles vous êtes confronté. Donc en fait, quand vous êtes sur un média social, vous allez vous abonner à un certain nombre de personnes, à un certain nombre de contenus, vous allez échanger avec un nombre de personnes qui est déterminé, et de fait, cette communauté va vous mettre dans un écosystème particulier, et ce qui serait particulièrement important, à mon sens, c'est qu'on attende des médias sociaux de restituer à leurs utilisateurs la profondeur de réseau ou la richesse de réseau auquel ces utilisateurs font face. Par exemple, on pourrait imaginer que les médias sociaux proposent à leurs utilisateurs des métriques telles que la fréquence d'échange avec des communautés qui ne sont pas dans leur réseau, pour justement que les utilisateurs aient conscience, perçoivent s'ils interagissent uniquement avec des personnes qui sont habituellement dans leur communauté, ou au contraire, si ils vont se confronter à d'autres communautés qui peuvent avoir d'autres types d'opinions et d'autres types de pratiques des médias sociaux. Enfin, dernier enjeu du paramétrage, il y a la question de la publication des codes sources. Vous le savez, la pratique de l'open source. Bon, évidemment, c'est un enjeu qui est important et sur lequel on a déjà beaucoup discuté. Néanmoins, il y a un élément dans la pratique de l'open source qui n'est jamais réalisé, en tout cas pas à ma connaissance. C'est ce qu'on pourrait appeler la pratique de l'open design, au sens de documenter la façon dont a été conçu le service, c'est-à-dire comment est-ce que en fait on a fait une recherche utilisateur, quels ont été les choix de conception d'architecture d'information, qu'est-ce qu'on a choisi d'implémenter comme type de direction artistique, etc. Donc bref, documenter la conception du service au long terme et pas simplement rendre le code source accessible, puisque de fait, non seulement le code source accessible, il n'y a que certaines personnes qui ont les capacités techniques de le lire, et puis surtout ça ne dit pas grand-chose des choix qui ont été ceux du média social lors de sa conception et de l'équipe qui l'a opéré. Ça nous donne un certain nombre d'éléments qui sont importants à mon sens dans les principes des médias sociaux. Néanmoins, si vous faites tout ça, à mon avis, pour autant, vous n'obtenez pas un média social qui est éthique, entre guillemets, puisque de fait, si vous faites tout ça, vous allez surtout obtenir un média social qui n'est pas du tout utilisable, qui a énormément de friction. Vous allez obtenir quelque chose qui est, qui amène l'utilisateur à systématiquement devoir donner son avis, consentir à la collecte de données ou paramétrer des éléments. Bref, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement complexe et qui ne sera pas approprié par des utilisateurs. Donc, et c'est là où arrive tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un média social qui non seulement tend vers ces principes-là, mais qui fait des choix au préalable de manière à faciliter la vie de l'utilisateur. Sauf que faire ces choix, c'est d'une certaine manière contraindre l'utilisateur, manipuler l'utilisateur, l'emmener dans une direction. Et pour ça, en fait, il faut qu'on soit sûr de la gouvernance du média social. Autrement dit, il faut que les utilisateurs du média social puissent participer à la gouvernance de ce média social. Et donc, de ce fait, ça amène à l'enjeu d'une gouvernance citoyenne des médias sociaux, une gouvernance qui s'inscrive dans une perspective de démocratie technique, autrement dit, un écosystème où les décisions politiques sont délibérées et prises collectivement sur les enjeux techniques qui sont considérés pour précisément engager les utilisateurs dans le média. Et ça se joue à la fois à l'échelle de la conception, mais ça se joue à l'échelle de l'utilisation. Par exemple, c'est quoi les choix qu'on veut faire ensemble, collectivement, dans un média social sur la question de la modération. Est-ce qu'on veut une modération qui soit centralisée? Est-ce qu'on veut une modération par utilisateur, décentralisée? Quels sont les choix de modèle économique qu'on veut? Est-ce qu'on veut faire du don? Est-ce qu'on veut financer en payant par abonnement? Est-ce qu'on pense que ça doit être avec de la publicité, etc. Toutes ces décisions, on devrait attendre que ce soit les utilisateurs qui co-participent, qui y participent. De fait, aujourd'hui, c'est pas le cas, sauf sur de rares exceptions, et notamment Mastodon est une exception de ce point de vue-là, et notamment une instance de Mastodon à laquelle moi je participe, qui s'appelle Mastodon Design, qui est l'instance des designers. Donc Mastodon, c'est un équivalent de Twitter, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui s'inscrit dans le fait divers qu'on a déjà cité, c'est-à-dire ce réseau qui utilise un protocole commun qui permet d'échanger entre différents logiciels. Et Mastodon, c'est un logiciel qui est décentralisé, au sens où vous avez toute une série d'instances. On n'est pas tous sur le même réseau social. Chaque communauté a son propre petit réseau social qui va s'interconnecter avec d'autres communautés.
Et sur notre communauté, eh bien, le service, il est géré par un bénévole qui s'appelle en l'occurrence Timothée Gogli, qui est designer. Et Timothée, eh bien, tous les mois, régulièrement, il va informer la communauté sur ce qui se passe sur le réseau. Par exemple, ici, vous voyez un message où il va venir dire que la base de données de notre serveur est pleine à 94%, que la quantité d'images et de médias qu'on peut stocker, c'est plein à 35%. Et donc, à partir de ces informations qui sont restituées aux utilisateurs, et puis aussi sur les questions de mise à jour, etc., du logiciel, il va proposer à l'ensemble des utilisateurs de l'instance de venir contribuer aux décisions d'administration du soft. Et donc, typiquement, là, on est à 94% de stockage de la base de données, donc on est bientôt à pleine puissance. Que fait-on? Est-ce qu'on choisit d'augmenter la capacité de stockage, mais auquel cas il va falloir payer plus? Une instance comme celle-ci, on est à peu près 1000 inscrits, 300 utilisateurs actifs, ça coûte à peu près 500 € par mois à maintenir. Et donc, est-ce qu'on décide de prendre plus de stockage, et donc il va falloir débourser plus d'argent, et donc comment on le finance? Est-ce qu'à l'inverse, on ne veut pas payer plus et auquel cas, on choisit de supprimer, par exemple, les anciens poètes? On ne dit pas des tweets, on dit des poètes. Est-ce qu'on choisit de restreindre la capacité de connexion avec d'autres instances pour éviter de télécharger trop de messages de l'extérieur? Bref, quelles sont les décisions qu'on prend dans l'administration de notre réseau qui vont nécessairement impacter les usages de ce réseau? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur Mastodon, d'un point de vue de la démocratie technique, c'est vraiment un des meilleurs exemples ou en tout cas un des exemples les plus intéressants de ce qui se passe sur le web. Et deuxième instant promo, Timothée viendra en parler précisément à Ethics by Design les 13 et 14 novembre prochains sur comment est-ce que lui, il opère cette administration d'un média social. Et donc, ce qu'on pourrait attendre, c'est que les autres médias sociaux se mettent dans la même perspective, ou au moins en tout cas les médias sociaux dominants, ou au moins qu'ils respectent les grands principes fondamentaux qui régissent des médias sociaux comme Mastodon, et notamment un principe qui est dans la loi aujourd'hui, notamment à travers le RGPD et le DMA, le Digital Market Act, qui est le principe d'interopérabilité, autrement dit, le fait que les réseaux sociaux puissent s'interconnecter les uns entre les autres. C'est ce qu'on a expliqué avec la notion de faits divers. Aujourd'hui, globalement, c'est très peu le cas. La plupart des médias sociaux ne vous permettent pas de converser les uns avec les autres. Or, c'est quand même quelque chose qu'on pourrait attendre. A priori, WhatsApp, Signal, Telegram, c'est exactement la même base fonctionnelle. On pourrait attendre que lorsque vous utilisez Signal, vous pouvez converser avec quelqu'un qui est sur WhatsApp. Or, ça n'est pas le cas. Alors, il y a quand même une exception à ce sujet-là, c'est Threads, le nouveau média social de Twitter, Meta, qui cherche à copier justement Twitter et qui précisément s'est mis dans le protocole ActivityPub, ce qui veut dire que théoriquement, depuis Mastodon, vous pouvez converser avec quelqu'un qui est sur Threads, appartenant donc à Meta. Or, petit problème, en tout cas petit sujet, la plupart des communautés qui sont sur Mastodon en tout cas de nombreuses communautés, ont décidé de bloquer l'interopérabilité avec Threads. Et donc là, ça pose une autre question, c'est-à-dire que si les communautés libristes elles-mêmes qui défendent cette veine de l'interopérabilité ne vont pas jusqu'au bout de la démarche, notamment en en se connectant avec des médias sociaux mainstream, il y a un risque, à mon sens, qui est que les médias sociaux mainstream puissent dire « Ah regardez, on a tenté l'expérience, les libristes n'ont pas voulu nous suivre, et donc ça n'a pas marché, donc laissez-nous faire dans notre coin ce qu'on veut. » Pourtant, de l'autre côté, c'est pas une décision facile à prendre parce que, de fait, ce que reprochent les utilisateurs de Mastodon à Threads, c'est notamment le manque de modération sur la plateforme. Et donc, de fait, laisser cette interopérabilité possible avec Threads, c'est prendre le risque de voir tout un tas de messages inappropriés arriver sur la plateforme Mastodon. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Une des craintes des utilisateurs de Mastodon, c'est le fait que Meta capte les utilisateurs de Mastodon si on laisse l'interopérabilité avec Threads. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, j'avoue que je suis un peu, j'ai du mal à comprendre cette position à titre personnel, mais c'est effectivement un vrai sujet. Néanmoins, si on n'accepte pas ça, de fait, le concept même d'interopérabilité, il n'a pas beaucoup de sens, ou alors il a un sens uniquement dans des communautés qui s'acceptent les unes les autres, ce qui veut dire que de fait, des médias sociaux, on va dire marginaux comme Mastodon, au sens où ce sont de petites plateformes, auront tendance à rester marginales. Il est 11h05, on n'a plus que 10 minutes. Donc, je vais m'arrêter globalement là pour laisser de la place à la discussion. Mais néanmoins, avant de m'arrêter, je vais finir avec 2 ou 3 petits éléments. De fait, à mon sens, et c'est un peu le principal message que je voulais faire passer aujourd'hui, la problématique qui se pose avec les médias sociaux éthiques, c'est comment est-ce qu'on arbitre
des enjeux qui sont contradictoires. D'un côté, l'utilisabilité, le fait que ce soit désirable, et de l'autre, des principes qui nécessairement amènent de la friction au parcours de l'utilisateur et donc finalement empêche ou en tout cas freine une partie des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs, on va dire, militants, d'aller vers ce type de médias sociaux. De l'autre côté, on a aussi des problématiques liées à qu'est-ce qu'on souhaite utiliser comme médias sociaux, jusqu'où on est prêt à renoncer à nos usages. En ce sens, il y a une expérience qui était assez intéressante, qui est Minus Social, qui est un média social qui vous autorise 100 posts dans toute une vie. Donc autrement dit, vous créez un post, vous avez le droit de poster 100 messages et après c'est terminé. Alors c'est surtout une expérience portée par un artiste qui s'appelle Ben Grosset. Grosset, oui, c'est ça. Et donc de fait c'est relativement peu utilisable, néanmoins ça permet quand même de questionner sur l'usage des médias sociaux et ça permet aussi de mettre en avant un autre point qui est à mon sens particulièrement important dans ces principes vers un média social éthique, c'est le fait de cacher, de mettre le plus loin possible des utilisateurs tout ce qui relève justement de ces gloriomètres. J'y reviens. Ici, vous voyez l'interface de Minus. À aucun moment, vous pouvez liker, partager, ou en tout cas, c'est pas dit combien de commentaires vous allez avoir sous un post, etc. Et tout ça, ça permet d'éloigner quand même les utilisateurs de leur téléphone avec la notification de vous avez reçu tant de commentaires, ou tant de likes, ou tant de vues à votre dernier post sur je ne sais quels médias sociaux. Donc voilà, je vais m'arrêter avec ça. Ce qui me semble important pour finir, c'est quand même le fait qu'aujourd'hui, il y a extrêmement peu d'initiatives qui existent en termes de médias sociaux éthiques. Précisément, on n'a quasiment que Mastodon et le fait divers qui existent à ce point-là, à ce niveau-là, et c'est problématique. Et donc, ce qui manque notamment, c'est une forme de soutien des décideurs publics de ce point de vue-là, puisqu'on attend souvent qu'un média social, ce soit une start-up, une entreprise qui se lance. Or, a priori, ce sont des agoras numériques. Ça ne nous viendrait pas vraiment à l'idée de déléguer la gestion d'une commune à une entreprise privée. Et donc, il n'y a pas tellement de soutien de ce point de vue-là de la part des pouvoirs publics sur l'émergence de médias sociaux qui soient portés par le secteur associatif ou par un autre secteur non économique. Et donc, c'est probablement le principal point, à mon sens, sur lequel il faut travailler. Et deux autres petits éléments. Il paraît que j'ai fait une conférence de 45 minutes en 2024 sans prononcer une seule fois le mot IA sur un vrai sujet de tech. Donc c'est possible. Et deuxièmement, n'oubliez pas, comme le disait James Williams, que personne ne se dit sur son lit de mort « j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook ». Supprimez vos comptes Twitter, attention à votre ego sur LinkedIn et bienvenue dans le fait divers. Merci à vous. J'avais pas bien compris. L'interopérabilité. Voilà, merci. Il faut avoir un compte sur les deux ou est-ce qu'on peut se dire qu'on a un compte que sur le premier? Ok. Précisément, le concept d'interopérabilité, c'est de dire que si vous vous inscrivez sur Mastodon, vous allez pouvoir échanger avec quelqu'un qui est inscrit sur un autre réseau social qui a la même dimension fonctionnelle. Okay. Et donc précisément, c'est à mon sens l'idée de dire qu'on abroge l'idée que les médias sociaux sont des réseaux, on les transforme en services et un service vous permet de vous connecter à un réseau. C'est exactement la même chose qu'une boîte mail. Personne n'aurait l'idée qu'on puisse, quand on est utilisateur de Gmail, envoyer des mails uniquement à des utilisateurs de Gmail. Alors, moi j'ai une question sur Biril et un regret. Je suis designer, président d'une association sur la parentalité numérique. On sait que, je fais très court, 47% des enfants de 10 ans sont déjà sur les réseaux. Et on déplore souvent que Facebook, Insta, c'est américain, donc on ne peut rien faire. On déplore souvent que TikTok, ce soit chinois, donc on a encore moins d'action sur eux. Et on en avait une qui était française, créée par deux anciens élèves de l'école 42, avec une valeur éthique. Et nous, on a enquêté là-dessus. On a fait un travail important pour évaluer Biril. Et en fait, on est pour l'instant en conclusion, c'est que c'est 60% pas terrible et 40% pas mal, même pour un ado. Ça commence par pas mal parce que ça leur permet de s'émanciper, de faire leurs propres expériences, sachant qu'un ado grandit et il doit quelquefois se mettre en danger relatif sur certaines plateformes. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Il apprend aussi la pratique de ce genre de médias. En revanche, notre conclusion, c'est que c'est un petit peu comme le Nutella vegan. C'est-à-dire qu'il y a autant de sucre, il y a autant de graisse, sauf que l'un a du lait et pas de l'autre. Et en fait, Biril s'est orienté vers des fonctions sur lesquelles on ne prévient pas les utilisateurs. Je donne des exemples très précis. Il y a le Real People,
qui vous met en relation avec des people. Vous avez le real brand qui fait que vous likez des marques. Et puis ensuite, vous pouvez aller discuter là-dessus. Et quand vous êtes ado et enfant, vous pouvez prendre le risque de vous faire capter par cette économie. On connaît les principes. Et ce qui est très dommage, c'est qu'en fait, l'idée éthique du départ a été très vite galvaudée. Ils ont glissé, forcément, c'est le modèle économique, vers cette notion qui va les amener à plus de commerce. Et maintenant, ça vient d'être racheté. Et je dis c'est dommage parce que ça a été racheté par Voodoo en juin. Et donc avant, on pouvait encore parler aux ceux qui possèdent cette application, plus maintenant. Et en fait, on a des grandes idées, notamment le Conseil national du numérique, qui dit qu'il faut moraliser tout ça. Mais en fait, il n'y a pas d'action. L'action pourrait regretter que sur une appli comme celle-ci, il n'y ait pas eu, on ne va pas leur demander de supprimer ces fonctions, mais d'alerter les enfants sur le fait que ce n'est pas bien. Et Biril, notamment, vous avez vos amis, mais vous pouvez aller chercher au hasard des amis d'amis, ce qui est très dangereux. Donc voilà, je finis sur Biril, mais je dis c'est très dommage que pour le coup, on avait vraiment l'occasion de mettre en pratique nos grandes idées, et puis c'est raté. Encore une question de gouvernance. Est-ce que le principal problème, hormis le fait des compagnies qui designent les médias sociaux, c'est pas le grand public qui en a à peu près rien à battre? De quoi? En fait, de leurs données, de tout ce qui se passe autour de ça, et que de toute façon, moi, j'ai rien à cacher. Je sais pas. Il y a pas mal de travaux qui documentent que, par exemple, sur les jeunes, je pense aux travaux de Anne Cordier que pas mal de gens doivent connaître, qui montrent qu'en fait, c'est pas qu'ils en ont rien à battre, c'est qu'ils font avec ce qu'ils ont. Et que finalement, quand on grandit dans un monde où tout le monde est sur les médias sociaux, nous demander de nous couper de ces médias sociaux, c'est une position qui est quand même extrêmement radicale et qui revient à renoncer à toute forme de sociabilité pour un adolescent. Et donc, de fait, ils font avec ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est des médias sociaux mainstream qui, en fait, ne s'intéressent pas à la protection des données. Donc, il y a effectivement le fait que ça n'est pas forcément un sujet pour énormément de gens, mais en fait, il y a la question de est-ce que ça peut être un sujet pour la plupart des utilisateurs. Et à mon avis, ce n'est pas une question si facile que ça. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le deuxième principe que vous aviez évoqué, donc le dégroupage. Si je résume ce que vous avez dit, pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez dit que le dégroupage, c'était entre autres pouvoir utiliser le média social sans avoir besoin de créer de compte. Par exemple, à peu près. En fait, c'est l'idée de dire un média social a différentes fonctionnalités. Par exemple, un fil d'actualité, une messagerie interne, des stories. En fait, on devrait pouvoir s'inscrire sur une fonctionnalité sans nécessairement avoir accès à toutes les fonctionnalités d'un coup. Voilà, donc alors ça, je pense que ça peut fonctionner pour des médias sociaux de type Twitter/X, etc. Je pense que ça n'est pas valable pour tous les médias sociaux, notamment les médias sociaux on va dire sensibles. Je pense notamment à des réseaux d'entraide type, par exemple, Couchsurfing, ou des sites de rencontres où il faut vraiment que les utilisateurs soient d'égal à égal, sinon on a un problème de sécurité, en fait. Donc ça va être valable uniquement pour des choses généralistes, où on a accès, par exemple, à des titres de presse, à des choses comme ça. Mais dès qu'on est sur de la rencontre et, par exemple, aussi Blablacar, pour parler de choses que, à mon avis, tout le monde connaît. Dès qu'il y a de l'interpersonnel et que c'est au centre en fait, de la dynamique du média, là, par contre, on a un gros problème de sécurité. Ouais, effectivement, merci pour le point. Et merci à toutes et à tous.